Chapitre 32. Dieu, au reste, sembla récompenser cet élan de mon âme vers lui. Ma mère obtint la seule chose qu'elle eût jamais obtenue pendant ses 12 ans de sollicitation. Dans la prévision de ce grand événement, nous avions déménagé de la rue de l'Ormet. Nous étions allés demeurer place de la Fontaine chez un chaudronnier nommé Lafarge, auquel nous avions loué tout son premier et qui s'était en outre engagé, au cas où nous en aurions besoin, à nous céder sa boutique. Le bureau de tabac obtenu, il tint sa promesse, et nous nous installâmes au rez-de-chaussée sur la rue, dans une grande salle ornée de 2 comptoirs, un pour débiter du tabac, l'autre pour débiter du sel. Toutes nos espérances d'avenir reposaient sur ce double débit que nous devions à la protection de M. Collard. Quelque temps après notre installation, le fils du chaudronnier vint voir son père. C'était un beau jeune homme blond qui était maître clerc à Paris et qui poursuivait une étude de notaire pour l'achat de laquelle il lui fallait une dot. Il était, en conséquence, revenu dans sa famille avec tous les éblouissements de la capitale. Carrick à 36 collets, comme on les portait à cette époque, chaîne de montre à grosses breloques, pantalons collants, bottes à la hussarde. Il s'agissait d'éblouir quelques riches héritières, ce qui semblait facile à un habitué des bonnes fortunes parisiennes. Le pauvre Auguste Lafarge était à cette époque un charmant garçon, blond et rose, comme je l'ai dit, et qui cachait sous cette apparence de santé les germes d'une maladie de poitrine dont il est mort depuis. Il avait en outre de l'esprit, était jeté dans le monde littéraire de l'époque, appelait Dessaugiers, Béranger et Armand Gouffé ses amis, faisait de jolies chansons, et comme s'il fût né riche, il savait tirer une pièce d'or de son gousset et la laisser négligemment tomber en paiement du moindre objet qu'il avait acheté. Un pareil fashionable ne pouvait coucher dans l'arrière-boutique de son père. On nous emprunta pour Auguste une chambre que nous lui cédâmes bien volontiers, et Auguste fut installé chez nous. On comprend que, avide de nouveautés comme je l'étais, je dus rechercher un semblable modèle. Je fis des avances à Auguste, que ma mère m'offrait d'ailleurs pour exemple. Auguste les accueillit et m'offrit, comme la chose qui pouvait m'être le plus agréable, une grande partie de marette. J'acceptai. J'avais jusque-là reconnu la supériorité d'Auguste en toutes choses, mais en fait de marette, j'espérais bien lui damer le pion. Je me trompais. Nous faisions, nous autres paysans, de la marette en artiste. Auguste en faisait en grand seigneur. Il fit venir Baudou. « Quelles sont les meilleures marettes de la forêt ?» lui demanda-t-il. « Les mares du chemin de Compiègne et du chemin de Vivière, » me répondit nettement Baudou. « Combien d'autres marettes dans les environs de celle-là, à une lieue à peu près ?»« 7 ou 8. » En bouchant toutes les autres mares 3 ou 4 jours d'avance, les oiseaux seront obligés d'aller aux 2 mares du chemin de Vivière et du chemin de Compiègne. Ah, sans doute, pauvre petite bête, à moins qu'il ne pleuve, auquel cas, au lieu de se déranger, comme vous comprenez bien, elles boiront dans le creux des feuilles. Et croyez-vous qu'il pleuve, Boudou ? Boudou secoua la tête. Le baromètre de ma tante est au beau fixe, monsieur Auguste. Il ne pleuvra pas jusqu'au changement de lune. Eh bien, Boudou, voici 10 francs. Vous boucherez toutes les mares des environs, et samedi soir, nous irons, Dumas et moi, tendre les 2 mares du chemin de Compiègne et du chemin de Vivière. Il nous faut, près de l'une ou l'autre de ces mares, une excellente hutte où nous puissions passer la nuit. C'est bon, monsieur Auguste, dit Boudou, ce sera fait. En outre, je veux ce soir 2000 gluots, afin de les engluer d'avance. Vous les aurez, monsieur Auguste. C'est bien, dit Lafarge avec un geste d'empereur. Ce fut la première leçon de luxe que je reçus. Ceux qui ont lu Monte Cristo peuvent dire si j'en ai profité. Le samedi soir, grâce aux 10 francs donnés à Boudou, tout était prêt. Nous tendîmes les 2 mares après le dernier chant du rouge-gorge. Nous nous enveloppâmes, Auguste dans son carrick, moi dans ma couverture, sur un lit de fougères préparé par Boudou, et nous tâchâmes de dormir. Je dis que nous tâchâmes de dormir, non pas que l'air ne fût point doux, que la forêt ne fût point calme, que la lune ne fût point sereine, mais l'attente d'un plaisir tient presque aussi éveillé que le plaisir même.
Il y a bien peu d'années que je dors pendant la nuit qui précède l'ouverture de la chasse, et il a fallu que ma vie arrivât à traîner derrière elle de bien sérieuses préoccupations pour que ces insomnies disparussent. Il était donc très rare que je dormisse pendant ces belles nuits agitées par l'attente d'une marette, d'une pipée ou d'une chasse. Au reste, ces veillées solitaires n'ont pas été perdues pour moi. Si j'ai dans le cœur quelque sentiment de solitude, de silence et d'immensité, je le dois à ces nuits passées dans la forêt, au pied d'un arbre, à regarder les étoiles à travers la voûte de feuillage qui s'étendait entre moi et le ciel, et à écouter tous ces bruits mystérieux et inconnus qui s'éveillent au sein des bois aussitôt que la nature s'endort. Lafarge ne dormit pas plus que moi. À quoi rêvait-il? Sans doute à quelque joli visage de grisette abandonné dans une mansarde de Paris, ou tout simplement encore à cette immense ambition de devenir notaire, tout fils de chaudronnier qu'il était. À 3 heures du matin, le chant du rouge-gorge, sautillant dans les buissons, nous annonça le jour, comme il nous avait annoncé la nuit. Puis vint le chant du merle, puis celui des mésanges, puis celui des geais. Chaque oiseau semble avoir son heure où il s'éveille et parle à Dieu. Je ne me rappelle pas avoir jamais fait ni vu faire une rafle d'oiseaux pareille à celle que nous fîmes ce jour-là. Nous comptâmes les geais, les merles et les grives par 10, les rouges-gorges, les fourgeons, les mésanges et les fauvettes par 20, 30, 40. Enfin, nous rentrâmes dans la ville sous le poids de notre chasse. 3 jours après, Auguste Lafarge repartit pour Paris. Ses séductions avaient échoué. Il était venu à Villers-Cotterêts pour demander en mariage mademoiselle Picot et avait été refusé. Cette nuit qu'il avait passée à mes côtés, arrivé je ne savais à quoi, ce n'était ni à l'ambition, ni à l'amour, c'était à la vengeance. Il confectionnait une épigramme. Cette épigramme, il me l'a remis, comme à 20 autres personnes, au moment de son départ. La voici. La fière Éléonore compte avec complaisance les nombreux soupirants qui briguèrent sa main, et que sa noble indifférence paya toujours d'un froid dédain. Pourtant, à ces discours que votre esprit résiste, s'il en fut un ou deux tentés par ces ducats, un volume in quarto contiendrait-il la liste de tous ceux qui n'en voudraient pas? L'épigramme était-elle bonne et était-elle mauvaise? Je n'en sais rien, mais je laisserai la chose à décider à l'Académie qui se connaît en ces sortes de matières, puisqu'elle a reçu monsieur de Saint-Aulaire pour un quatrain. Mais ce que je sais bien, c'est que ceux que j'avais vus la veille rire de la famille Lafarge et rire le lendemain de la famille Picot. Depuis la mort de Moustier, il n'y avait pas eu un vers inédit commis dans notre petite ville. Aussi, les 8 vers d'Auguste firent-ils du bruit pendant 8 jours. J'avoue que ce bruit, fait autour du nom d'un absent, m'étourdit. J'ambitionnais cette gloire de faire parler de moi où je n'étais pas, et à la première leçon de l'abbé Grégoire, je le priais, au lieu d'insister aussi malheureusement qu'il le faisait sur les vers latins, de m'apprendre à faire les vers français. Les vers d'Auguste Lafarge furent le premier rayon lumineux jeté dans ma vie. Il éclaira des désirs, bien incertains encore, un rêve plutôt qu'une image, une inspiration plutôt qu'une volonté. On verra par la suite comment Auguste Lafarge fut complété par Adolphe de Leuven. J'avais demandé à l'abbé Grégoire de m'apprendre à faire des vers français. L'abbé Grégoire était le poète officiel du pays. J'ai dit que depuis de Moustier, pas un vers inédit n'avait chatouillé l'esprit de mes compatriotes. Je me trompais. À toutes les fêtes, à toutes les naissances, à tous les baptêmes un peu importants, l'abbé Grégoire était convoqué en qualité de poète. Je n'ai jamais vu de vers plus honnêtes que les vers de l'abbé Grégoire. Aussi, quand je lui fis cette demande, qui serait passablement indiscrète, adressée à Hugo ou à Lamartine, « Apprenez-moi à faire des vers français », l'abbé ne fut-il aucunement intimidé, et se contenta-t-il de répondre « Je ne demande pas mieux, mais au bout de 8 jours, tu seras fatigué de cela comme du reste. » L'abbé me donna des bouts rimés à remplir, et je m'escrimai de mon mieux à faire des vers français. L'abbé avait raison, au bout de 8 jours, j'en eus assez.
Les autres leçons allaient leur train. L'abbé Grégoire venait tous les jours à 11 heures du matin, la leçon durait 2 heures. J'avais à moi à peu près le reste de la journée, et voici comment. Mon professeur, pour se donner moins de peine, avait un Virgile et un Tacite avec la traduction en regard. Or, pour ne pas apporter et remporter chaque jour ces 2 volumes, il les laissait à la maison, enfermés dans une petite cassette. Cette petite cassette, il en emportait la clé avec soin, car il savait que la tentation serait grande pour un paresseux comme moi. Malheureusement, j'avais découvert que la boîte avait des charnières extérieures. À l'aide d'un tournevis, j'entrebâillais les charnières, et à l'aide de l'entrebâillement, je tirais, selon mes besoins, ou le chantre d'Énée, ou l'historien des Césars, grâce à quoi, aidé dans la traduction française, je faisais des versions qui surprenaient mon professeur lui-même. Quant à ma mère, elle était émerveillée. « Ah, voyez cet enfant, dit-elle à tout venant, il s'enferme 1 heure et son devoir de toute la journée est fait. » Je m'enfermais, évidemment, et avec le plus grand soin. Et malheureusement, il n'en était pas les jours de thème, de même que les jours de version. Les thèmes étaient dictés par l'abbé, or ces thèmes, ils n'avaient point leur traduction latine enfermée dans une cassette quelconque. Il fallait les tirer du dictionnaire, et ils n'en sortaient pas sans un certain nombre de barbarismes qui contrebalançaient dans l'esprit de mon professeur le bon effet des versions, et qui lui faisaient se poser éternellement cette question à laquelle le pauvre homme mourut sans avoir trouvé de réponse. Pourquoi donc cet enfant est-il si fort en version et si faible en thème? Et cependant, les jours de thème, j'avais 4 heures de travail au lieu de 2. Mais ces 2 ou 4 heures de travail me laissaient libre 10 ou 12 heures par jour. J'avais donc, comme on le voit, beaucoup de temps de reste. Ce temps, je le passais en grande partie chez un armurier qui demeurait de l'autre côté de la place, en face de nous. On l'appelait Montagnon. Cet armurier avait eu un fils qui était venu chez l'abbé Grégoire en même temps que moi. Il était mort d'épuisement. On me l'avait fait voir sur son lit funèbre, et cette vue avait complété chez moi la guérison commencée par M. Tissot. Malgré la mort de ce fils, mon camarade, je n'en étais pas moins resté habitué de la maison de son père, car ce que j'aimais surtout dans cette maison, c'étaient les armes qui s'y trouvaient. Parmi ces armes se trouvait un fusil à 1 coup que j'avais pris le lendemain de la mort de mon père pour aller tuer le bon Dieu. Ce fusil, on devait me le donner quand je serais grand. Or ces 4 mots, quand je serais grand, ne précisaient absolument rien et faisaient mon supplice. Je me trouvais suffisamment grand pour mon compte, car je commençais à être plus grand que mon fusil. Il résultait de cette assiduité chez Montagnon que j'étais encore plus fort en arquebuserie qu'en version. Je pouvais démonter et remonter cette machine assez compliquée qu'on appelle la batterie d'un fusil aussi bien et presque aussi subtilement que le plus habile armurier. Le père Montagnon prétendait que c'était ma vocation et offrait de me prendre gratis en apprentissage. Il se trompait, mon enthousiasme n'allait pas jusque-là. Le reste de mon temps se passait à faire des armes avec le père Mounier, ou à aller soit à la Marette, soit à la Pipée, avec mes 2 meilleurs amis, Saunier et Harpin. Dans ces moments perdus, il était bien rare que je ne me donnasse point une peignée, au moins par jour, à cause de mes opinions politiques. Tout le monde avait une opinion vers la fin de 1814 et vers le commencement de 1815. En général, chaque opinion était même fort ardente. Seulement ces opinions, loin de se diviser à l'infini comme aujourd'hui, loin de représenter toutes les nuances de l'arc-en-ciel, ces opinions se séparaient en 2 couleurs bien tranchées, on était royaliste ou bonapartiste. Les républicains étaient passés, les libéraux allaient venir, mais de saint-simonisme, de fouriérisme, de démocratie, de socialisme, de cabitisme, il n'était nullement question. Or, ma mère et moi, je ne dirais pas que nous étions, mais on nous avait fait bonapartistes. Bonapartistes, nous, la chose était curieuse. Bonaparte nous avait disgraciés, exilés, ruinés, Napoléon nous avait oubliés, reniés, laissés mourir de faim, et nous étions bonapartistes.
Le sentiment qui me faisait repousser, en mon nom et en celui de ma mère, cette qualification, était si vrai que toutes les fois que les autres enfants, en me voyant passer, m'appelaient bonapartiste, je mettais bas ma casquette et ma veste, en me regardant comme insulté, et je demandais à l'instant même réparation. Si l'insulteur était de taille à me la donner, il me la donnait satisfaisante, trop satisfaisante parfois, mais qu'importe, le cas échéant, je recommençais le lendemain. Cette espèce d'acharnement qu'on mettait à nous appeler bonapartistes inquiétait doublement ma mère. D'abord parce que cela me valait force Orion, que jamais je n'étais revenu si souvent à la maison le nez saignant ou l'œil poché que depuis la Restauration, et ensuite parce qu'elle voyait dans cette accusation une espèce de haine, ou plutôt de cupidité, tendant à lui faire perdre son bureau de tabac, qu'on n'eût certes pas manqué de lui enlever si cette accusation de bonapartiste se fût accréditée.